Le président américain Joe Biden et le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou ont eu une conversation téléphonique mercredi. Elle a été qualifiée de directe et de productive. L'entretien a eu lieu 2 jours après le premier anniversaire de l'attaque terroriste du 7 octobre perpétrée par le Hamas. Tout en réaffirmant leur soutien indéfectible à Israël, les États-Unis ont déploré les morts civiles causées par la guerre qui s'en est suivie. Véronica Balderas-Iglesias de la VOA nous propose ce reportage. Le récit est de Dili Diko. Madame, monsieur, bienvenue. Jacques Aristide pour vous présenter Washington Forum. Ce jeudi, nous braquons les projecteurs sur le premier anniversaire de l'attaque sans précédent du Hamas contre Israël le 7 octobre 2023. Ce jour funeste a déclenché une guerre meurtrière dont les répercussions se font sentir bien au-delà des frontières israéliennes et palestiniennes. Un an après, le Proche-Orient est-il au bord d'une conflagration totale? De l'Amérique à l'Europe, en passant par l'Asie et l'Afrique, les gouvernements aux 4 coins du globe sont-ils plus que jamais sous pression pour prendre position? L'Iran complique-t-il les efforts de paix? Détails et décryptage à venir avec nos invités. Mille fois merci de votre fidélité à VOA Afrique émettant de la capitale américaine. Le président américain Joe Biden et le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou ont eu une conversation téléphonique mercredi. Elle a été qualifiée de directe et de productive. L'entretien a eu lieu 2 jours après le premier anniversaire de l'attaque terroriste du 7 octobre perpétrée par le Hamas. Tout en réaffirmant leur soutien indéfectible à Israël, les États-Unis ont déploré les morts civiles causées par la guerre qui s'en est suivie. Véronica Balderas-Iglesias de la VOA nous propose ce reportage. Le récit est de Dili Diko. Alors qu'Israël intensifie son offensive aérienne et terrestre contre des cibles du Hamas dans la bande de Gaza, des Israéliens ont commémoré l'anniversaire de l'attaque terroriste lancée par le Hamas dans le sud d'Israël le 7 octobre 2023. Environ 1200 personnes ont été tuées et 250 ont été enlevées. Le Hamas retient toujours une centaine d'entre elles en captivité. Au cours d'une cérémonie dirigée par le rabbin Aaron Alexander, le président américain Joe Biden et la première dame Jill Biden ont allumé une bougie à la Maison-Blanche en mémoire des victimes. La vice-présidente Kamala Harris et son époux Doug Emhoff ont marqué l'anniversaire du 7 octobre en plantant un arbre commémoratif dans leur résidence officielle. Nous devons réunifier les otages détenus à Gaza avec leurs familles. Et je ne cesserai jamais de me battre pour la libération de tous les otages, y compris les citoyens américains, vivants ou décédés. Les sénateurs américains Lindsey Graham et Richard Blumenthal ont exprimé le soutien des États-Unis à Israël lundi lors de leur rencontre avec le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Il s'agit de la pire attaque contre le peuple juif depuis l'Holocauste. Mais contrairement à l'Holocauste, nous ripostons et nous nous battons comme des lions, avec le soutien du gouvernement américain. Malgré les évacuations obligatoires de civils, la campagne militaire israélienne a fait près de 42 000 morts et plus de 97 000 blessés parmi les Palestiniens, selon le ministère de la Santé de Gaza, dirigé par le Hamas, ne faisant pas de distinction entre les combattants et les civils dans son décompte. Le porte-parole du département d'État, Matthew Miller, a reconnu les souffrances des civils des deux côtés lors d'une conférence de presse lundi. Les États-Unis pleurent la mort de tous les innocents qui ont péri le 7 octobre et au cours de l'année qui a suivi. Et nous sommes déterminés à continuer à œuvrer en faveur d'un accord de cessez-le-feu qui ramène les otages chez eux, allège les souffrances des peuples israéliens et palestiniens et met un terme à cette guerre. Israël a toutefois élargi sa guerre aux cibles du Hezbollah au Liban. La milice soutenue par l'Iran a récemment intensifié ses attaques en représailles à la guerre à Gaza. Selon les analystes, la paix dans la région, du moins à court terme, restera incertaine.
Sans le retour de tous les otages, il est difficile de voir ce gouvernement israélien ou franchement n'importe quel gouvernement israélien accepter un cessez-le-feu. Les proches des otages encore détenus par le Hamas ont également commémoré l'attentat du 7 octobre. Lors d'une cérémonie à Tel Aviv, ils ont réitéré leur demande qu'Israël négocie la libération des otages. Mais l'analyste Cohen doute que le gouvernement de Netanyahou change d'approche de sitôt. Il est l'heure maintenant d'accueillir nos invités via Skype de Washington. Michael Shurkin, politologue, directeur des programmes mondiaux chez 14 North Strategies. Il est aussi expert en sécurité et défense internationale. En direct de la ville de Beaubassin à l'île Maurice, belle île, indubitablement, Shafik Osman, docteur en géopolitique, observateur du monde musulman et éditeur scientifique. Et notre troisième participant nous rejoint de la République démocratique du Congo, Frédéric Amani, chercheur associé en sciences politiques et relations internationales à l'université de Lubumbashi. Michael Shurkin, je commence par vous. Comment expliquer qu'un an après l'attaque du Hamas, la communauté internationale semble toujours incapable d'imposer un cessez-le-feu durable au Proche-Orient, malgré l'ampleur des destructions et des pertes humaines des deux côtés? Bon, il y a plusieurs raisons, mais d'un côté, un cessez-le-feu n'a aucun sens. On a déclenché une guerre, donc il faut mener la guerre au bout. Mais aussi, la réalité, c'est que les Israéliens ils sont convaincus qu'il faut faire la guerre que Hamas a déclenchée. Donc, ils font toujours la recherche de Hamas, des otages. Ils vont faire tout ce qu'ils peuvent faire pour détruire Hamas. Et l'idée de cesser le feu, ça veut dire qu'il faut protéger Hamas, les garder en place. Et il faut souligner aussi, et je crois que la plupart des Américains sont de même avis, que Hamas peut arrêter la guerre à n'importe quel moment en se rendant et en libérant les otages. Donc, c'est tous les jours que Hamas décide de continuer la guerre. Donc, ils ont commencé une guerre, ils veulent la guerre, ils acceptent ça. Et ce qui est tragique, c'est que le peuple palestinien et gazaoui souffrent à cause de l'obstination de Hamas de ne se rendre pas et de continuer à garder les otages. Frédéric Amani, certains gouvernements africains ont pris des positions pro-palestiniennes, tandis que d'autres se rapprochent d'Israël pour des raisons économiques ou sécuritaires. Cette divergence peut-elle provoquer des fractures diplomatiques en Afrique, voire au sein de l'Union africaine? Tout à fait, oui, parce que les prises de position africaines est due par rapport, n'est-ce pas, à ce qu'on peut qualifier l'ambiguïté de la position occidentale, où au moins la plupart des pays occidentaux soutiennent Israël, et cela a, si vous voulez bien, frustré les positions africaines. Je pense que ces conflits devraient interpeller de façon générale la communauté internationale à ne pas jouer, n'est-ce pas, à la politique des deux poids, deux mesures, où on a vu, n'est-ce pas, l'Occident bafouer le respect des droits humains avec tout ce qui se passe dans la bande de Gaza ou face, n'est-ce pas, à Hamas. Eh bien, les positions africaines sont, n'est-ce pas, divergentes, et cela devrait interpeller la communauté internationale. La crainte, c'est là, et la rupture diplomatique entre certains alliés africains par rapport à leur position vis-à-vis de la Palestine, et je crois que ce sera dangereux. Alors que face à ces conflits, il fallait que le monde soit uni comme le veut l'ONU, et l'a été créé pour unir les efforts internationaux afin de rétablir la paix et la sécurité au niveau international pour éviter les massacres de la Seconde Guerre mondiale. Bon, nous pensons que les dirigeants du monde vont se ressaisir et vont mettre en place des efforts pour la paix et la sécurité dans la bande de Gaza et ailleurs aussi. Shafik Osman, peut-on encore parler d'une solution à deux États dans un contexte où la violence et les représailles semblent avoir creusé un fossé insurmontable entre Israéliens et Palestiniens? Bien, il faut, de toute façon, on n'a pas le choix. Je veux dire, c'est quelque chose qui a été proposé déjà par les Nations Unies depuis 1947.
Donc, il n'y a pas de changement dessus. Et celui ou celle qui ne travaille pas sur une solution à deux États ne travaille pas fondamentalement pour la paix, ne travaille pas fondamentalement pour que tout cela s'arrête après plusieurs décennies. Je veux dire, c'est la condition sine qua non. Alors, il faut absolument, et c'est ça ce que je voulais dire, il faut absolument mettre l'accent et voir plus grand, malheureusement, que ce conflit, je veux dire, et arriver à une paix durable, une fois pour toutes, et je pense qu'on peut le faire. Donc, il y a deux solutions à cela. Évidemment, les Palestiniens sont pour. Ce qu'il faut, c'est absolument que la communauté internationale, et que j'entends par là, surtout le Conseil de sécurité et les pays occidentaux se mettent d'accord. Et évidemment, il faut une participation, un accord d'Israël dessus. Donc ça, c'est une condition sine qua non. Sinon, si on n'arrive pas après ce conflit de plus d'une année maintenant, à une paix durable, une solution à deux États, je me demande quand on pourra arriver à une telle solution. Michael Sharkin, le soutien assidu des États-Unis à Israël, notamment sous l'actuelle administration, celle du président Biden, ne risque-t-il pas de compromettre les relations de Washington avec une partie du monde arabe et musulman, voire de radicaliser davantage certaines factions? Oui, sûrement, mais oui, j'ai du mal à voir comment ça va servir à Biden de chercher à faire plaire aux gens qui détestent les Juifs. Parce qu'il faut comprendre que l'hostilité de Hamas et du Hezbollah, ils s'en foutent du peuple palestinien. Ils sont là pour détruire Israël, du seul fait que l'Israël soit des Juifs. Ils n'acceptent pas l'existence, la présence des Juifs dans une partie du monde qui croit que c'est à eux. Et c'est un point de vue qui est partagé de pas mal de vues. Et donc, c'est vrai que peut-être ce serait utile pour les États-Unis d'aller faire plaire aux gens qui détestent les Juifs, parce que ça va plaire la foule. C'est un peu ce que Charles de Gaulle a fait en 1967. Quand Charles de Gaulle a décidé de trahir Israël pour essayer de faire plaire aux Arabes et faire remonter dans le passé la guerre d'Algérie. Peut-être qu'il y avait une certaine efficacité, mais c'est un risque politique que Biden doit accepter. Frédéric Amani, globalement, comment les pays africains perçoivent-ils la guerre entre Israël et le Hamas? Et dans quelle mesure cette perception est-elle influencée par leurs relations avec les Palestiniens ou avec Israël? Bien, les Africains perçoivent la guerre entre l'Israël et les Hamas comme, n'est-ce pas, une guerre qui mobilise ou sensibilise ou mobilise toute la communauté internationale par rapport à ce qui se passe en Afrique. Oui. Je dois rappeler qu'en Afrique aussi, il y a des tensions, mais on ne sent pas l'engouement de la communauté internationale ou des alliés africains se mettre aux côtés des pays qui sont en guerre. Oui. Mais aussi, cette guerre entre l'Israël et les Hamas vient révéler, n'est-ce pas, la faiblesse ou l'incapacité de la communauté internationale aux idéaux pour lesquels elle s'est battue. L'ONU, dois-je rappeler, qu'elle a été créée pour, n'est-ce pas, que le monde ne puisse pas sombrer dans un autre conflit meurtrier. Oui. Mais si la communauté internationale ne travaille pas ou ne met pas tout ce qui lui est à son actif, eh bien, on risque d'assister à un embrasement, non seulement de la région, mais aussi du monde, parce que aujourd'hui l'Israël est sur 7 fronts, eh ben, grâce au soutien américain et de ses alliés. Mais je pense que la position africaine peut influencer pour qu'une issue favorable soit démise en allant aux côtés des soutiens israéliens et du soutien palestinien pour jouer peut-être, si vous voulez bien, les bons offices, interpeller les uns et les autres, n'est-ce pas, à l'avantage de mettre en place des conditions de la paix. Dans les cas contraires, on risque de tourner à rond. Pourtant, la communauté internationale est là pour, si vous voulez bien, prendre en charge les défis mondiaux, dont notamment l'insécurité, la menace terroriste, dont notamment l'immigration. Et si la communauté internationale ou les alliés de l'Israël et de la Palestine ne veulent pas entendre la voix aussi africaine, on risque d'assister à
à cette catastrophe et ce sera dangereux malheureusement. Shafik Osman, le rôle de l'Iran dans ce conflit en tant que soutien notamment du Hamas palestinien, du Hezbollah libanais et des Houthis du Yémen, pourrait-il déboucher sur un conflit ouvert avec Israël et dans quelle mesure cela menace-t-il la stabilité régionale? Bon, les hostilités ont commencé déjà, je veux dire, c'est pas quelque chose qui n'est pas arrivé encore. Donc, moi, je prévois que l'Iran va pas aller très loin, à ce stade du moins. Et évidemment, s'il y a des attaques contre son territoire ou contre ses alliés, des attaques répétées, je veux dire, et continuent, bien évidemment, ils vont aussi répondre à ces attaques. Mais je ne crois pas que l'Iran, en tant que pays, en tant qu'État, va attaquer directement encore plus ce qu'il n'a fait jusqu'à l'heure. Mais cela dit, comme vous dites, donc il y a un embrasement possible dans tout le Golfe, voire dans le Moyen-Orient. Mais je crois que les autres États et pays de la région sont suffisamment intelligents pour ne pas sombrer dedans très vite. Mais c'est sûr que plus que l'Iran attaque ou ses alliés attaquent ou Israël attaque les alliés de l'Iran et l'Iran, bien entendu, il faut s'attendre à des répercussions. Donc, je veux dire, c'est du tac au tac. S'il vous plaît, messieurs les invités, et vous également, chers amis fidèles de la VOA qui nous suivez, n'allez nulle part ailleurs. La suite du Washington Forum, ce sera après cette courte pause. Merci. Dans des Full B, votre nouvelle émission tous les vendredis de 16h30 à 17h temps universel sur VOA Full Day. Dans des Full B braque ses projecteurs sous les jeunes, leurs ambitions, leurs projets, leurs défis. Dans des Full B, c'est aussi la vie de la communauté Peul, sa culture, son identité, sa résilience et son avenir dans un monde qui change. Restez connectés et découvrez toutes les facettes de cette vaste communauté, riche par sa diversité. Dans des Full B en FM, ondes courtes, sur la fréquence des 7630 kHz, sur nos réseaux sociaux et à travers nos stations partenaires en Afrique. Dans des Full B de 16h30 à 17h temps universel sur VOA Full Day. Jacques Aristide de retour avec vous dans Washington Forum, édition du jeudi 10 octobre 2024. Un an après, des dirigeants, notamment occidentaux, ont redit lundi leur horreur au souvenir des attaques atroces commises par le Hamas en Israël le 7 octobre 2023 et leur attachement à la paix, le sort des Palestiniens continuant de provoquer des manifestations à travers le monde, d'Amsterdam à Tokyo, en passant par Washington ou Ankara, de nombreuses déclarations, de même que des rassemblements avec la communauté juive, mais aussi des manifestations pro-palestiniennes ont marqué l'anniversaire de cette journée de massacre, la plus meurtrière dans l'histoire de l'État hébreu. Je vous propose maintenant 3 commentaires Facebook. Archiduc Théodore de Djamena au Tchad, l'attaque du Hamas contre Israël est un geste criminel qui divise certains alliés après la réponse par la vengeance d'Israël. Ce conflit prend de l'ampleur et projette une perception religieuse tendant à mettre en doute le vouloir des différentes religions sur la consolidation de la paix au Proche-Orient. Yao Marcelin Kofi d'Abidjan en Côte d'Ivoire. Le Hamas a déclenché une guerre qui a causé d'énormes pertes en vies humaines et de nombreux dégâts matériels dans les deux camps. Un an après, nous constatons que l'escalade militaire est toujours de mise avec des bombardements plus intenses menés par les Israéliens. Vivement qu'une chance soit donnée à la paix.
Et Alphonse Mbouaki de Kinshasa, en RD Congo, Téhéran complique les efforts de paix alors que Doha a assuré la médiation pour résoudre ce conflit par un règlement pacifique. Les pays occidentaux ont tenté de rassembler les protagonistes du conflit au Proche-Orient, mais sans succès, et l'Iran vient encore capoter les démarches effectuées pour produire une accalmie dans cette partie du monde. L'Iran, ayant tiré 200 missiles contre Israël, a attisé le feu et maintenant Israël est tenu à riposter verrugueusement alors que tous les appels à la retenue ne donnent rien. Nous retrouvons sans plus tarder nos invités. Michael Shurkin, politologue, directeur des programmes mondiaux chez 14 North Strategies, basé ici même à Washington. Depuis la ville de Bobassa, à l'île Maurice, Shafik Osman, docteur en géopolitique, observateur du monde musulman et éditeur scientifique. Et depuis la RD Congo, Frédéric Amani, chercheur associé en sciences politiques et relations internationales à l'université de Lubumbashi. Il est également un expert des questions de sécurité, de défense et de maintien de la paix auprès de l'Institut Thalès en Afrique. Je reste totalement engagé pour la sécurité du peuple juif, la sécurité d'Israël et pour son droit d'exister, a déclaré lundi le président américain Joe Biden. Beaucoup trop de civils ont beaucoup trop souffert pendant cette année de conflit, a-t-il ajouté. Je suis dévasté par la douleur et le deuil provoqués le 7 octobre, a dit la vice-présidente Kamala Harris, candidate démocrate à la Maison-Blanche. Nous ne devons jamais oublier le cauchemar du 7 octobre, a affirmé son rival républicain Donald Trump, tout en assurant que cette attaque n'aurait jamais eu lieu s'il avait été au pouvoir. Michael Shurkin, les hostilités au Moyen-Orient pourraient-elles influer sur l'élection présidentielle le mois prochain? C'est bien possible, mais personne ne sait comment. C'est-à-dire qu'il y en a qui disent que si Biden est trop ami avec Israël, donc il va perdre la vote de la gauche. Ou si elle va dans l'autre sens, il va perdre la vote de ceux qui aiment Israël. Et toutes les deux choses sont possibles. Il y a des gens qui veulent que Biden fasse ceci ou cela, mais personne ne sait quelles sont les proportions. C'est-à-dire, une telle politique va avoir un certain nombre de gens qui aiment et un certain nombre de gens qui n'aiment pas. Mais à ce point-là, personne ne sait à quelle mesure que les deux côtés. Donc, c'est bien possible que ça peut avoir un effet important, mais ce point-là, on ne peut pas prédire comment et dans quel sens. Frédéric Amani, l'Afrique, en proie à ses propres défis de sécurité et de développement, doit-elle s'impliquer davantage dans ce conflit ou le continent devrait-il privilégier une position de non-ingérence pour préserver son équilibre fragile? Bien, je crois que je prends vos mots. La position de non-ingérence, ça me renvoie, n'est-ce pas, à la conférence de Bandung, où l'Afrique, où les pays du Sud avaient pris position dans le cadre du conflit entre l'Ouest et l'Est. Mais je pense que les défis sécuritaires africains ne devraient pas empêcher l'Afrique à apporter, n'est-ce pas, la pierre à la construction de la paix dans le Moyen-Orient ou dans la région en proie à l'instabilité. Bien que, c'est vrai, il y a aussi des défis sécuritaires au niveau africain. Cela devrait servir des modèles, des efforts qui sont en train d'être faits par les alliés africains dans cette région pour établir la paix. Et ces mêmes efforts des alliés africains devraient aussi être fournis en Afrique pour aider l'Afrique, si vous voulez bien, à s'en sortir, que ce soit en matière de sécurité ou en matière de développement. Je pense que face à cette insécurité ou à cette crise, le silence africain devrait mal sonner. Il faut que l'Afrique prenne position, et sa position, c'est d'interpeller la communauté internationale de façon générale, mais les alliés de part et d'autre, à privilégier la voie pacifique pour la paix. Plus la région est en proie à l'instabilité, plus, n'est-ce pas, d'autres alliés sont, n'est-ce pas, concernés directement ou indirectement par la rupture des relations diplomatiques, par la méfiance, et cela risque de retarder les efforts mondiaux pour relever les défis, n'est-ce pas, climatiques, les défis migratoires, les défis de la menace terroriste. Shafik Osman, les manifestations pro-palestiniennes, parfois violentes, ont gagné en ampleur dans plusieurs pays. Pensez-vous que ces mouvements révèlent un changement profond de l'opinion publique, en Afrique par exemple, ou sont-ils principalement le fruit d'influences extérieures ?
Non, je ne pense pas qu'il y ait vraiment une influence extérieure. Je veux dire, aujourd'hui, tout ce qui se passe dans n'importe quelle ville ou n'importe quelle capitale du monde est répercuté aux quatre coins de la planète en quelques secondes. Je veux dire, et bien évidemment, la diaspora ou les diasporas palestiniennes sont très concernées aux quatre coins du monde, mais pas que les diasporas palestiniennes. Il y a aussi les diasporas arabes, mais aussi des gens qui sont en Occident, en Afrique, en Asie, un peu partout, qui sont interpellés par cette guerre, par ces morts, par ces dizaines de milliers de morts, etc. Donc, je crois qu'il y a une conscience qui a été éveillée il y a un peu moins d'une année, si vous voulez, et dans toutes les capitales occidentales du moins, et dans toutes les grandes villes. Et il y a aussi cette jeune génération, quand je dis jeune, c'est les 18-25 ans, 18-30 ans, allons dire, qui n'étaient pas forcément au courant des implications ou des détails du conflit israélo-palestinien depuis 1947, donc qui aussi ont donné de la voix et ont manifesté, etc. Bon, il y a eu évidemment des dérapages de part et d'autre, hein, d'ailleurs. Et par exemple, là où j'habitais avant, au Canada, donc à Montréal, par exemple, et à Toronto, au Canada également, mais aussi dans d'autres, il y a eu des petits dérapages un peu plus importants que d'autres. Mais généralement, je pense qu'il y a eu un éveil, une sensibilisation face aux problèmes, face aux conflits, mais aussi il y a des gens très sincèrement qui veulent militer pour la paix et mettre un terme à ce conflit. Je crois que c'est ça qu'il faut retenir. Et ça, malheureusement, la solution, elle est politique, elle n'est pas dans le domaine, enfin, elle n'est pas du ressort, du moins, de la société civile ou des sociétés civiles. Michael Shurkin, en quoi la réponse militaire israélienne dans la bande de Gaza a-t-elle renforcé ou affaibli la position de Benjamin Netanyahou un an après le début de la guerre? Son gouvernement peut-il survivre politiquement à cette gestion de la crise? Bon, du point de vue israélien, je crois qu'il y a un consensus presque complet qu'on est derrière Netanyahou, dans le sens que tout le monde est d'accord qu'il faut faire la guerre. C'est-à-dire, après ce qui s'est passé à 7 octobre, on ne peut pas accepter qu'une telle menace, qu'une telle puissance, pouvoir soit là, en place et préservée. Donc, il faut faire la guerre, il faut en finir avec Hamas. Alors, ce qu'il essaie de faire, bon, on peut critiquer des détails, de manière de gestion, de stratégie, etc., mais en principe, j'ai l'impression qu'il y a très peu d'Israéliens qui disent non à la guerre. Bien sûr, il y en a toujours, mais on accepte la réalité de la guerre qui a été déclenchée par Hamas. Et il faut se souvenir du fait aussi qu'il y avait la paix le 6 octobre, il y avait aussi un cessez-le-feu entre les deux côtés. Et c'est ça, donc... cela n'a pas affaibli Netanyahou. On peut dire que cela a sauvé, sa vie politique parce qu'il était vraiment dans une situation fragile. Mais tout le monde a laissé tomber ces disputes. Tout le monde s'est disputé autour de Netanyahou avant, mais avec le 7 octobre, on a mis à côté toutes les disputes qu'on avait avec Netanyahou pour s'unir pour faire la guerre. Oui. Frédéric Amani, avec la montée en puissance de la diplomatie israélienne en Afrique, notamment via des accords de coopération économique et technologique, cette guerre pourrait-elle remettre en cause ces partenariats ou au contraire renforcer les liens avec certains États africains en quête de soutien israélien? Très brièvement, si vous pouvez, le temps file. Je pense que la montée en puissance de l'Israël peut mettre en mal sa coopération avec les pays africains, parce que la plupart des pays africains n'ont pas tranché en sa faveur dans cette crise entre Israël et les Hamas, mais plutôt ils apportent le soutien à la Palestine. Je pense qu'aujourd'hui, il y a lieu de penser la paix par la coopération, parce que aucun conflit aujourd'hui peut être résolu par les moyens militaires. Par exemple, je pense qu'il faut privilégier, n'est-ce pas, les voies diplomatiques et les moyens politiques.
Et voilà, point final à ce Washington Forum. Un grand merci à nos 3 invités, Shafik Osman, Frédéric Amani et Michael Shirkin. J'en profite pour faire un petit clin d'œil à toutes nos radios et télépartenaires. Et bien évidemment, un grand merci à vous, chers amis fidèles de la VOA. Merci de nous avoir accueillis chez vous cette semaine. Nouveau rendez-vous dès jeudi prochain. Jacques Aristide ici à Washington. Je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous et des autres aussi. Take care, comme on dit. Merci. Écoutez la VOA en Wolof au Sénégal sur FM 102, notre fréquence à Dakar, et Josan FM 105.8, notre station partenaire à Tobatoul. Au menu, des émissions spéciales produites par les étudiants des 3 meilleures écoles de journalisme de Dakar. Chaque jour, chaque heure, voix des jeunes, par les jeunes et pour les jeunes. La VOA en Wolof, une autre facette de l'actualité au Sénégal, vue par des jeunes journalistes sénégalais.